3, 2, 1. Imaginons maintenant que vous vous promenez, tranquillou, profitant du soleil radieux de juin. Vous vous trouvez derrière une jeune fille qui pourrait tout aussi bien être un jeune garçon ou même un être non-binaire, qui marche de travers, qui chaloupe, dira-t-on. Pourquoi ? Parce que cette personne ne regarde pas devant elle. Parce qu'elle est en train de se filmer de face avec son téléphone en passant et repassant sa main dans les cheveux. Elle est en train, cette personne, de faire un film d'elle-même, sur elle-même, à la gloire d'elle-même. Et ça vous agace un peu. Vous disposez d'un mot pour qualifier cette personne qui semble quasiment amoureuse d'elle-même. Narcissique. Cette personne est narcissique. Elle est imbue de son image, dira la formule cliché. Ces derniers temps, on a régulièrement abordé la notion d'image, de sa fabrication à son interprétation. Être narcissique, c'est être très largement soumis au pouvoir de son reflet, c'est être influencé par son reflet, c'est-à-dire par l'image de soi. Et cette image de soi véhicule un large choix de problèmes. Il existe une très forte pression sociale pour que l'on travaille sa propre image, pour que l'on apparaisse aux yeux des autres sain et beau, saine et belle, à tel point que l'image qu'on a de soi-même peut prendre toute la place dans nos préoccupations jusqu'à la névrose, jusqu'à la folie. Cette affaire de narcissisme n'est-elle que d'aujourd'hui ? Eh bien non. Je propose qu'en ce cours audio numéro 27, l'on revienne vers la source de ce concept de narcissisme, de cette grande idée, le mot narcissisme, c'est-à-dire le fol amour que l'on conçoit pour sa propre image, pour son reflet dans la glace, pour ses selfies Instagram, puise son origine d'un texte latin d'une importance capitale dans toute l'histoire de la littérature. Ce texte s'intitule « Les Métamorphoses » et il est attribué au poète Ovide. Il date de l'Antiquité romaine. Ovide l'aurait entamé en l'an 1er après Jésus-Christ. Ce texte mythologique est vraiment complexe et mélange des genres comme la poésie et l'épopée pour raconter les aventures de dieux anciens, d'êtres magiques et d'individus héroïques. C'est l'un des textes qui composent ce recueil des Métamorphoses que je me propose de vous lire en intégralité. C'est un récit court qui raconte l'histoire de Narcisse et de la nymphe Écho. Découvrir ce texte vous aidera à mieux comprendre encore le concept psychologique de narcissisme, si couramment employé aujourd'hui, si important pour aborder les enjeux de l'apparence et de la représentation de soi. Je procéderai à une lecture lente du texte, et chaque fois que j'expliquerai un mot, vous le percevrez. Je dirai par exemple avant mon explication, entre parenthèses, je ne donnerai pas mon interprétation de l'histoire de Narcisse. Quand vous aurez terminé l'écoute du récit de Narcisse, vous vous emparerez d'un stylo et vous répondrez à 8 courtes questions sur le texte, 8 courtes questions dont j'évaluerai les réponses, dont j'évaluerai la qualité de vos réponses. Il vous sera peut-être nécessaire de réécouter certains passages de la lecture. J'ai choisi de vous lire une version modernisée et simplifiée du récit de Narcisse. J'espère que certains ne seront pas trop déçus de ne pas entendre la version latine originale, qui est d'une beauté époustouflante. C'est parti pour l'histoire de Narcisse et de la nymphe Écho. Narcisse venait d'avoir 16 ans. Ce n'était plus un enfant, mais un jeune homme d'une incomparable beauté,
qui séduisait bien des cœurs. Cependant, il était si orgueilleux qu'il repoussait avec mépris toutes les personnes qui cherchaient à devenir ses amis. Un jour qu'il chassait les cerfs dans la forêt, il attire le regard d'Écho, une nymphe qui tombe instantanément amoureuse de lui. En ce temps-là, Écho était une nymphe qui passait son temps à répéter les derniers mots qu'elle entendait. Elle ne pouvait pas se taire quand les autres parlaient, mais jamais elle ne pouvait parler la première. Cette infirmité était une punition de Junon. Junon, c'est la femme de Jupiter. Dans la mythologie grecque, elle s'appelle Héra et c'est la femme de Zeus. Zeus et Jupiter sont un seul et même dieu. En effet, quand la déesse Junon surprenait par hasard son cher époux Jupiter en train de batifoler dans les montagnes avec quelques belles nymphes, Écho faisait exprès de retenir Junon par de longs bavardages pour donner le temps à ses compagnes de fuir la colère de l'épouse trompée. Mais Junon avait fini par comprendre la ruse d'Écho. « Cette langue qui m'a trompé, avait-elle décrété à Écho, ne te servira plus que pour répéter les mots des autres. » Écho subissait le sortilège de la femme de Jupiter, qui fait qu'elle ne peut plus prendre la parole d'elle-même. Les faits avaient aussitôt suivi la menace. Depuis ce jour, Écho était condamnée à ne plus être que l'écho des voix qu'elle entendait. Depuis qu'Écho a vu Narcisse en train de chasser, elle n'a plus qu'une idée en tête, le suivre en cachette. Cependant, plus elle le suit et plus son cœur s'enflamme. Combien de fois elle veut l'aborder pour lui parler tendrement et lui adresser de douces prières. Mais son infirmité l'empêche de commencer. Tout ce qui lui reste, à Écho, c'est de guetter la voix de Narcisse et d'attendre qu'il prononce des paroles qu'elle pourra répéter. Or, un jour, Narcisse s'est égaré dans les bois et il se met à crier. « Y a-t-il quelqu'un ici près de moi ?» Écho répond « Moi !» Stupéfait, Narcisse regarde tout autour de lui et crie d'une voix forte. « Viens !» Écho répète « Viens !» Narcisse se retourne et ne voyant arriver personne reprend. « Pourquoi me fuis-tu ?» Les paroles qu'il a prononcées lui reviennent telles quelles. Il insiste et, trompé par cette voix qui imite la sienne, il dit « Par ici, rejoignons-nous !» Il n'y avait pas de mots qui pouvaient faire plus de plaisir à Écho. « Joignons-nous !» répète-t-elle. Aussitôt, ravi de pouvoir enfin joindre l'acte à la parole, Écho sort de sa cachette et s'élance vers Narcisse pour lui jeter les bras autour du cou. Mais le jeune homme sursaute et s'enfuit en criant « Enlève tes mains, plutôt mourir que te laisser m'embrasser. » Et la nymphe ne peut que répondre « Te laisser m'embrasser. » Écho, méprisée, va cacher sa honte au fond des bois. Depuis, elle vit seule dans des grottes obscures. Cependant, elle n'a pas réussi à oublier son amour, bien au contraire. Le chagrin d'avoir été repoussée n'a fait que l'augmenter. Sa passion la détruit peu à peu. Une affreuse maigreur dessèche son corps et rit de sa peau. Bientôt, il ne lui reste plus que les os et la voix. Alors, à ce que l'on dit, ses os ont fini par se changer en rochers. On ne voit plus Écho dans la montagne, mais sa voix répond toujours à la voix qui appelle. Ce n'est plus maintenant qu'un son qui vit encore en elle. Cependant, Narcisse continue à mépriser les autres nymphes notamment, qui habitent les bois ou les fontaines, jusqu'au jour où l'une d'entre elles, élevant vers le ciel des mains suppliantes, s'écrie « Grand Dieu, écoutez-moi, faites que cet orgueilleux Narcisse aime à son tour sans pouvoir être aimé. » Némésis, la déesse qui veille à la justice, a entendu. Elle va exaucer cette juste prière.
Elle va jeter un sort à Narcisse. Il y avait dans le coin une source dont l'eau brillait comme de l'argent. Personne ne venait s'y désaltérer, ni les bergers ni les troupeaux qui paissent sur les montagnes. Jamais aucun oiseau, aucune bête sauvage, aucune feuille tombée des arbres n'avait troublé sa pureté de cristal. Ombragée par des arbres touffus, elle était bordée d'un gazon verdoyant, c'est-à-dire très vert. C'est là qu'un jour, fatigué de la chasse et de la chaleur, Narcisse vient s'asseoir, attiré par la fraîcheur et le silence des lieux. Il a soif et se penche vers la source pour boire. Mais voilà qu'il sent tout à coup naître en lui une soif nouvelle. Tandis que Narcisse boit, il est séduit par son image qui se réfléchit dans l'eau. Il tombe amoureux, Narcisse, de sa propre beauté. Il prend pour un corps ce qui n'est que de l'eau. Il s'admire, il reste figé dans sa contemplation, immobile comme une statue. Étendu sur le sol, il contemple ses yeux qui brillent comme des étoiles, ses cheveux flamboyants, dignes du dieu Apollon, c'est-à-dire le dieu de la beauté physique, ses joues fraîches et lisses, son cou d'ivoire, sa bouche gracieuse, son teint de lys et de rose. Narcisse est magnifique et s'admire. Inconsciemment, il se désire. Il est à la fois le sujet, l'objet de son amour, c'est important ça. Il est celui qui s'aime et il est qui il aime. Le chasseur et la proie, celui qui met le feu et celui qui brûle. Narcisse embrasse la surface de l'eau. Il s'embrasse, il embrasse son reflet. Que de baisers sans réponse a-t-il donné à l'eau? Que de fois a-t-il plongé les bras au milieu de cette eau pour y saisir sa tête sans parvenir à l'atteindre? Il essaie de se prendre lui-même dans les bras, mais ce n'est que son reflet. Que voit Narcisse? Il ne sait pas, mais ce qu'il voit le brûle et l'erreur qui trompe ses yeux les excite tout autant. Naïf, pourquoi cherches-tu en vain à prendre ce qui n'est qu'une image fuyante? Ce que tu cherches, Narcisse, n'existe pas. Ce que tu aimes, tourne-toi et tu le perds. Le fantôme que tu aperçois n'est que le reflet de ton image. Il n'a rien de réel. Il est là avec toi, mais il disparaîtrait si tu t'en allais. Cependant, Narcisse n'arrive pas à s'en aller. Ni le besoin de nourriture, ni le sommeil ne peuvent l'arracher à cette source. Étendu sur l'herbe fleurie, le jeune homme contemple son image sans répit. Il oublie de manger, il ne dort plus, il dépérit, il meurt victime de ses propres yeux. Il peut à peine soulever sa tête languissante, il se lamente, Narcisse. « Oh, ma souffrance est insupportable. Que peut-il y avoir de pire? L'objet que j'aime est tout près de moi, je le vois, je n'arrive pas à le toucher. Ce n'est ni l'immense océan qui nous sépare, ni des montagnes escarpées, ni des murs élevés. Juste un peu d'eau entre lui et moi, entre lui que j'aime et moi. Lui aussi, il m'aime. Chaque fois que je tends mes lèvres pour l'embrasser, je le vois rapprocher sa bouche de la mienne. Quand je souris, tu me souris, reflet. Quand je pleure, tu pleures, moi-même. Tu réponds à tous mes signes et je lis même des paroles sur tes lèvres qui bougent. Mais je deviens fou. Je le sens. Toi, c'est moi. Mon image ne peut plus me tromper. Je brûle pour moi-même et je ne fais qu'attiser le feu qui me dévore. Que faire? Faut-il prier? Mais qu'ai-je enfin à demander? Ne suis-je pas moi-même tout ce que je demande? Ainsi, pour trop posséder, je ne possède rien. Comment cesser d'être moi-même? C'est de moi que je voudrais être séparé. Déjà la douleur épuise mes forces. Il ne me reste plus longtemps à vivre. Je meurs dans la fleur de l'âge, mais la mort n'a rien d'affreux pour moi, car elle mettra un terme à ma souffrance. Celui que j'aime disparaîtra aussi avec moi, unis dans un même corps. Nous ne perdrons qu'une seule vie. À ces mots, Narcisse
veut regarder une dernière fois son image. Narcisse pleure, l'eau se trouble et l'image disparaît. Alors, dans sa folie, Narcisse crie « Où fuis-tu, cruel ? Je t'en supplie, arrête, ne me quitte pas !» Accablé par la douleur, il déchire sa robe et se frappe violemment la poitrine. Dans l'eau redevenue transparente, le visage de Narcisse réapparaît, aussi pâle que de la cire. Son teint n'a plus du tout l'éclat de la rose et du lys. Son corps a perdu toutes ses forces. Il ne reste rien de cette image qu'il avait trop admirée. Plus rien de cette beauté qu'avait trop aimée la malheureuse Écho. Quand la nymphe revoit Narcisse dans cet état, elle se met à le plaindre, bien qu'elle n'ait pas oublié son mépris. Chaque fois que le jeune homme s'écrie « Hélas !», la voix d'Écho répète « Hélas !». Chaque fois qu'il se frappe la poitrine, elle renvoie l'écho de ses coups. Enfin, quand Narcisse regarde son image dans l'eau une dernière fois et murmure en mourant « Adieu, toi que j'ai tant aimé en vain !» Écho reprend « Tant aimé en vain !»« Adieu !» murmure-t-il. « Adieu !» répète Écho. La tête de Narcisse tombe sur l'herbe verte. La nuit de la mort envahit ses yeux victimes de sa beauté, mais sa passion le poursuit jusqu'aux enfers. Il cherche encore son image dans les eaux du Styx, le fleuve qui traverse ces enfers. Tout le monde le pleure, les nymphes gémissent et se coupent les cheveux en signe de deuil. Elles ont déjà préparé l'enterrement et le bûcher pour incinérer le corps de Narcisse, mais Narcisse a disparu. À sa place, les nymphes ne trouvent qu'une fleur jaune couleur de safran, dont le centre est entouré de pétales blancs, une fleur qu'on appellera désormais le narcisse, en hommage à celui qui est mort de n'avoir pas accepté de ne pas pouvoir aimer que son image de soi. Alors, à partir de ce texte, que vous allez comprendre par vous-même, que vous allez essayer de visualiser, vous allez essayer d'imaginer ce beau Narcisse, adolescent, en train de se contempler dans le reflet d'un fleuve aux eaux scintillantes, et vous allez essayer de comprendre sa douleur pour mieux comprendre son récit. Vous allez trouver dans la fiche de travail du jour 27, les 8 questions auxquelles vous devez répondre pour me montrer et pour vérifier par vous-même que vous avez compris l'histoire de Narcisse et que vous arrivez à faire le lien entre Narcisse, le héros de la mythologie, et le narcissisme, ce concept psychologique qu'il est important de comprendre pour saisir quelle est l'ampleur du problème avec la représentation de soi. Aujourd'hui aussi, je vous invite à me remettre vos réponses aux questions que je pose sur le texte. Je vous fournirai un corrigé sous peu. Et sur ce, je vous souhaite bon courage et je vous dis à tantôt.